Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de webinaire dédié aujourd'hui au financement innovant de la transition énergétique pour vos bâtiments tertiaires. Écoutez, on a une actualité extrêmement forte, extrêmement tendue, en tout cas à vous partager aujourd'hui. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer l'actualité puisque aujourd'hui, en tout cas, l'Europe elle-même est touchée avec l'Espagne qui connaît un blackout énergétique et vous avez certainement vu dans l'actualité, de même que la programmation pluriannuelle énergétique qui est passée à l'Assemblée nationale hier et qui a été effectivement reportée à août constitue véritablement un contexte important pour le marché français et montre que le fait de se mettre en action pour trouver des solutions énergétiques pour les bâtiments tertiaires est effectivement très important. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel de grande qualité pour évoquer ensemble ces leviers de financement pour la transition énergétique de vos bâtiments tertiaires. Et je suis heureux d'accueillir en tout cas un binôme de choc du côté de la Banque Postale avec Valérie Pierre et Franck Lemercier. Bonjour à vous deux. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et puis on prendra également connaissance avec d'une solution de tiers financement innovante avec notamment Michel Lerendu de Faraday. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Et pour commencer ce webinaire, deux petites questions très simples à l'attention de notre audience pour connaître un petit peu votre maturité, éventuellement sur le sujet, notamment de certaines solutions qui peuvent être mises en œuvre pour les bâtiments tertiaires, notamment sur la partie photovoltaïque et ce qui vous permettrait potentiellement de gagner en autonomie énergétique. Donc, première question. La première question, avez-vous déjà identifié un plan de financement pour vos futurs travaux de rénovation énergétique? Donc ça, on rentre effectivement dans le dur. Donc là, je pense que chacun essaie de trouver des solutions de financement, mais peut-être qu'elles ne s'inscrivent pas forcément, en tout cas de manière structurée, dans des plans avec des travaux bien identifiés. En tout cas, est-ce que vous avez un plan de financement, vous, à ce jour, qui vous aide finalement à constituer votre dossier pour aller chercher ensuite des financements? Voilà. Est-ce que ça, c'est une démarche que vous entamez? Oui, non, je ne sais pas. Voilà, encore quelques secondes pour vous, pour réfléchir, en tout cas pour vous donner un petit OK. Donc là, effectivement, il y a on va dire un gros tiers en tout cas, ne s'inscrit pas dans cette démarche-là. Quand même 25% d'entre vous qui mettez en œuvre une réflexion autour d'un plan de financement pour vos futurs travaux de rénovation énergétique. Ensuite, une deuxième question, et puis après on va rentrer dans le sujet de notre webinaire. Est-ce que vous avez envisagé d'installer des panneaux solaires, par exemple, pour réduire vos factures d'énergie? Oui, j'en ai déjà réalisé, ou c'est en cours d'installation. Non, mais oui, c'est un frein, notamment lié au financement. Allez, on verra ça dans ce webinaire, justement, comment trouver des solutions. Non pas encore étudiées ou non pas pertinent pour ma situation. Évidemment, toutes les situations, notamment techniques ou patrimoniales ou architecturales, peuvent être des freins, mais ça, vous le savez peut-être et on pourra l'évoquer. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes pour répondre sur ce petit sondage et puis après, bien écoutez, on va commencer ce webinaire. Donc, je vous rappelle qu'à la fin du format du webinaire, on a toujours 15 minutes de questions-réponses, donc ça nous permettra aussi de réagir à vos réponses. Donc apparemment, oui, vous avez déjà réalisé en cours d'installation presque une majorité, en tout cas presque 50%, donc 48%. Oui, mais un frein au financement, donc on verra pour les 20% d'entre vous, évidemment, qui recherchent peut-être des solutions. Et puis non, pas encore étudié, encore effectivement 20%. Voilà. En tout cas, 8% non pas pertinent pour la situation, c'est effectivement tout à fait logique. Bah, écoutez, donc je vous propose de commencer maintenant le webinaire avec notamment, juste pour rappel, une petite introduction sur Sobre Énergie, qui est l'organisateur et le producteur de ce webinaire. On va rentrer dans le détail sur la stratégie immobilière pour avoir une vue globale de votre bâtiment tertiaire et notamment dans un contexte qui se renforce. Très rapidement, juste pour vous dire
que Sobre Énergie est une filiale de la Banque des Territoires du groupe La Poste. Notre mission, effectivement, c'est d'accompagner en tant qu'assistant à maître d'ouvrage les entreprises et les collectivités. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont dans cette audience et qui sont évidemment dans une logique d'optimisation des charges d'exploitation ou au contraire dans une logique d'exemplarité vis-à-vis de leurs administrés, toujours dans l'optique, bien sûr, de réduire l'empreinte carbone du bâtiment tertiaire. Donc, Sobre Énergie, c'est 50 passionnés de l'énergie et du bâtiment, à la fois éditeur d'une solution de plateforme qui s'appelle Datamark Neo et en même temps prestataire réalisateur de prestations intellectuelles, notamment d'audit énergétique et de prestations dites d'énergie management pour accompagner notamment les plans d'action de votre patrimoine, tout simplement. Voilà, 3 métiers différents que j'ai abordés très rapidement. Nous sommes effectivement éditeurs d'une plateforme qui s'appelle Datamark Neo. C'est une plateforme IA ready qui dispose de capacités, en tout cas pour de manière permettre à un energy manager et très prochainement pour les utilisateurs de réaliser des requêtes en langage naturel pour avoir des résultats ou en tout cas des analyses hyper personnalisées et finalement pouvoir agir et mettre en action pourquoi pas des travaux ou superviser les résultats des travaux. Des études énergétiques, notamment dans le cadre d'un audit, puisque tout commence par un audit, et éventuellement dans le cadre de prestations d'accompagnement, notamment mise en œuvre opérate, et on le verra qu'il y a une forte actualité, notamment sur ce dispositif décret tertiaire, notamment qui arrive à maturité. Enfin, le management énergétique, avec un accompagnement des équipes décisionnaires et parfois aussi la nécessité de sensibiliser les utilisateurs, voire les mainteneurs, notamment à travers des ateliers tout à fait spécifiques, comme par exemple la fresque de la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires. Sans plus attendre, je vous propose de vous brosser un petit peu la stratégie immobilière qui est finalement va du général au particulier, on le verra très rapidement, avec un rappel quand même sur les éléments réglementaires, notamment du décret tertiaire. Vous le savez, en 2030, on a cet objectif qui arrive quand même assez vite de réduction de moins 40%, donc pour les bâtiments assujettis, les bâtiments tertiaires, donc qui ont une activité tertiaire sur les bâtiments, donc à la fois en tant que propriétaire et locataire, puisque c'est ce binôme qui est co-responsable de la trajectoire à atteindre en 2030. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième pilier, puisque finalement, ce sont les deux faces d'une même pièce. D'un côté, le décret tertiaire qui définit la trajectoire et de l'autre côté, le décret BAX qui propose, en fait, qui même, je dirais plus précisément, qui impose finalement une solution d'équipement de pilotage, pour le coup, du bâtiment tertiaire à travers ce qu'on appelle le Building Automation Control System. Finalement, cette solution de pilotage pour les bâtiments qui ont 290 kW de puissance nominale depuis le 1er janvier 2025. Donc, on est déjà dans l'obligation effective. Et puis, pour les bâtiments, on va dire, plus petits, notamment pour les bâtiments qui ont 70 kW de puissance nominale, c'est-à-dire finalement quand même beaucoup de bâtiments et qui sont soumis aussi à ce type de solution. Donc, vous voyez que ce sont deux piliers qui s'articulent bien, puisque finalement, d'un côté, on a la trajectoire globale et puis finalement, la mise en œuvre d'une solution de pilotage à travers le décret BAX. L'accroissement finalement de ces exigences en matière de gestion énergétique, ça peut être une opportunité. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, notamment comme l'électrification des flottes de véhicules électriques, ce qu'on appelle les IRVE. Les IRVE, ce sont tout simplement les bornes de recharge qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre des parkings, notamment 1 sur 20, une borne toutes les 20 places avec la mise en œuvre de la loi LOM. Voilà, donc ce sont des éléments en tout cas qui montrent que en tout cas les taux réglementaires est vraiment une injonction importante, de plus en plus précise pour vous, les maîtres d'ouvrage. Un élément d'actualité très rapide, les notes définitives du décret tertiaire. Maintenant, on arrive à une maturité où certains secteurs ont déjà reçu dans leur plateforme opérate les notes qui sanctionnent ou qui en tout cas donnent une visibilité aux maîtres d'ouvrage sur la trajectoire de l'atteinte des moins 40% en 2030. Donc ces notes, via des attestations provisoires pour le coup qui deviendront définitives en juillet 2025,
concerne l'audiovisuel, l'enseignement primaire. Donc, il y a pas mal d'entre vous qui sont dans l'audience, qui sont concernés, et vous avez certainement déjà reçu ces notes du décret tertiaire dans votre compte Opérat. Et pour le coup, évidemment, il faut continuer à faire ce qu'on appelle la déclaration annuelle, cette déclaration qui permet finalement tout simplement de remettre à jour la trajectoire et de vérifier que vous êtes bien dans la bonne pente pour atteindre les objectifs de moins 40% en 2030. Voilà, juste pour vous dire un petit rappel que pour le décret tertiaire, je sais que dans l'audience, il y a aussi des acteurs privés qui ont potentiellement connaissent en tout cas via ces notes, il y a potentiellement un impact sur la valeur de leurs actifs. Bien sûr sur la consommation d'énergie, ça c'est évident puisque le décret tertiaire vous donne une visibilité sur vos consommations d'énergie, sur les charges opérationnelles qui sont potentiellement importantes, mais potentiellement aussi sur la valeur des actifs qui sont liés à la dette énergétique. Il y a déjà un certain nombre d'études maintenant qu'on a quand même une certaine maturité sur ce dispositif qui montre que tout élément de note, en tout cas de DPE tertiaire, mais aussi également de la note du décret tertiaire, vont constituer une sanction ou une valeur verte qui pourra être valorisée pour vos actifs, pour vos bâtiments tertiaires. Donc la stratégie, c'est une stratégie en entonnoir pour pouvoir, en tout cas, cibler son effort. Il est pas forcément envisageable de mettre en œuvre des audits énergétiques sur l'ensemble de son parc, surtout si vous avez 50, 60, etc. bâtiments. Et donc, pour pouvoir savoir ce qui est rentable d'un point de vue effort, il est nécessaire d'avoir une approche globale. Et effectivement, le monitoring, notamment par une plateforme, permet, grâce au point de livraison qui remonte les données énergétiques de vos bâtiments tertiaires, avoir finalement des indicateurs qui vous permettent d'identifier les sites qui sont énergivores et de pouvoir à ce moment-là cibler par des audits et positionner des audits énergétiques pour pouvoir ensuite constituer une suite de scénarios et d'actions de performance énergétique qui vont être à financer et qui devront à ce moment-là atteindre des résultats, soit dans le cadre d'un contrat de performance énergétique ou soit dans une démarche purement volontariste. Donc la démarche de retour sur investissement, elle est foncièrement évidemment au cœur de cette stratégie et il faut à ce moment-là éventuellement la garantir par des contrats de performance énergétique idéalement, ou alors de manière plus légère à travers une démarche plus volontariste. Donc l'audit énergétique, c'est toujours la première des étapes. Une simulation thermique dynamique est opérée avec un jumeau numérique du bâtiment qui est constitué pour pouvoir établir finalement la trajectoire, quelles sont les actions de performance énergétique qui vont vous permettre d'atteindre votre obligation réglementaire à moins 40% ou tout simplement vous permettre de valoriser votre actif ou réduire vos charges d'exploitation. Voilà, le contrat de performance énergétique, j'en ai parlé, c'est un levier, un véhicule contractuel qui permet quand même de passer de la logique d'obligation de moyens à une obligation de résultat. Ah, je suis désolé, il y a eu un petit glitch sur la présentation. Voilà. Et effectivement, donc le CPE, ça présente un objectif de diminution des consommations d'énergie et permet de forcer le partenaire, ou en tout cas l'entreprise de travaux, à s'insérer dans une logique de résultat. Sobre Énergie joue le rôle de tiers de confiance pour mesurer les gains en tant que bureau d'études et notamment à travers notre plateforme qui permet de mesurer les consommations d'énergie. Voilà, c'est de l'amélioration continue finalement du bâtiment. Donc les bénéfices pour vous, c'est la réduction de la facture d'énergie, la décarbonation du bâtiment, puisqu'il y a quand même une méga tendance qui est l'électrification du bâtiment. Et l'électrification du bâtiment, ça nécessite quand même de se libérer des énergies fossiles, vous le savez, notamment du gaz progressivement. La valorisation du parc et le contrat de performance énergétique permet de réduire en moyenne de 30% les consommations d'énergie. L'enjeu du CPE, ça passe par une supervision des consommations des bâtiments à travers une plateforme notamment qui vous permet de confronter la modélisation des objectifs avec les résultats et la consommation réelle la réduction des consommations réelles qui est apportée par les actions de performance énergétique, c'est-à-dire par les travaux.
Voilà, donc je vais laisser la main maintenant au binôme de choc de la Banque Postale qui apporte une première solution, une solution innovante de Crédit Bail. Et l'idée, c'est que surtout, voilà, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le petit chat qui s'offre à vous et qui vous permettent donc d'éventuellement d'en savoir plus s'il y a des points, notamment montage contractuel, montage juridique qui seraient pas clairs pour vous. N'hésitez pas, il y a 15 minutes qui sont dédiées à la fin de ce webinaire. Je vous remercie. Oui. Rebonjour à tous, merci Arnaud. Alors avant d'aborder le crédit bail immobilier et mobilier, quelques mots de présentation sur la Banque Postale et la Banque Postale Leasing Factoring. Donc la Banque Postale, hein, c'est une entreprise à mission depuis 2022 qui appartient au grand pôle financier public et qui, au travers de son maillage territorial avec ses 17 000 points de contact et ses 43 centres d'affaires, est très engagée dans la performance, dans la démarche RSE. Et puis, dans cette démarche, la Banque Postale Leasing Factoring que nous représentons aujourd'hui avec Franck contribue au travers de ses activités à cette transition juste. Alors, je passe la main tout de suite à Franck pour décrire nos 3 domaines d'intervention. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, 3 domaines d'intervention. Donc, LBPLF est une filiale du groupe LBP, donc de la banque Postale, et nous regroupons 3 activités principales: l'affacturage, le leasing immobilier et le financement immobilier, qui intègre aussi le crédit bail immobilier. Nos missions sont très claires, hein. Nos missions, c'est d'accompagner, bien entendu, notre réseau bancaire et plus particulièrement l'économie réelle dans le cadre du développement des entreprises, hein, et notamment en rapport avec la banque des entreprises et du développement des territoires. On doit accompagner aussi dans la transition juste, la transformation durable de leur modèle d'affaires en soutenant justement la transition des entreprises et enfin le développement de l'économie sociale pour faciliter l'investissement des acteurs publics auprès desquels nous avons une position de leader sur le marché aujourd'hui. 3 métiers avec des parts de marché qui diffèrent, hein, qui sont aux alentours de 3,5%, 6% selon les métiers, des spécificités propres. L'affacturage, nous intervenons sur tout type de marché avec une caractéristique, notamment une prédominance dans le domaine de la santé. Sur le leasing immobilier, là aussi, on s'inscrit dans une trajectoire qui est totalement digitalisée, donc avec un parcours client front to back qui est totalement digitalisé. Et enfin, sur l'expertise immobilière, on intervient sur 3 métiers, bien entendu: le CBI, le crédit bail immobilier, le crédit hypothécaire et les fiducies. Mais je redonne la parole à Valérie qui en parlera beaucoup mieux que moi à ce niveau-là. Donc effectivement, aujourd'hui, merci Franck, on va se concentrer donc sur le crédit bail immobilier. Alors peut-être déjà avez-vous eu recours au crédit bail immobilier. Je vais quand même refaire juste une présentation rapide du mécanisme. Donc le crédit bail immobilier, hein, c'est un financement locatif en faveur de locaux à usage strictement professionnel. Alors quand on dit professionnel, cela exclut de fait l'habitation qui n'est pas prévue juridiquement dans l'offre de crédit bail immobilier. Alors sur les bâtiments professionnels, on intervient sur toute typologie, hein, j'ai envie de dire, du bâtiment standard que sont les commerces, les bureaux, les entrepôts, avec aussi des interventions au niveau de bâtiments plus spécifiques tels que les résidences étudiantes, les résidences seniors ou encore l'hôtellerie. Alors c'est une opération de location donc qui est assortie d'une promesse de vente à votre profit à un prix défini dès l'origine qui peut être de 1 euro et de plus tout cela on va faire un financement sur mesure en fonction de votre projet. Alors ça présente, sans présenter toute l'offre dans le détail, mais un double avantage: vous êtes en loyer, donc vous déduisez vos loyers de votre revenu, donc ça présente un avantage fiscal. Et puis surtout, le crédit bail, ça permet d'optimiser le financement immobilier, donc le levier d'endettement. Vous pouvez, alors sous réserve bien sûr hein, d'un équilibre économique de l'opération, mais nous pouvons financer jusqu'à 100% des dépenses immobilières, donc ce qui permet de préserver votre trésorerie pour les besoins de l'exploitation. Alors, comment pouvons-nous vous accompagner justement au travers de ce crédit bail dans la transition énergétique? Alors, nous développons depuis 3 ans le crédit bail immobilier vert qui est destiné donc au financement de projets favorisant la transition énergétique. Donc,
nous intervenons aussi bien sur des actifs neufs, et là vous êtes de fait sur un actif vert, hein, puisqu'on est dans les dernières normes de construction RE 2020, soit nous intervenons sur un actif existant qui nécessite une amélioration de la valeur verte, un accompagnement pour pouvoir bénéficier de la qualité de verre et donc bénéficier des avantages de ce CBI vert, c'est-à-dire un taux bonifié, la possibilité aussi pour vous de communiquer sur votre stratégie RSE. Alors comment nous procédons? L'idée, c'est de vous faciliter, notre objectif est de vous faciliter la mise en place de votre stratégie en vous accompagnant tout au long du process, que ce soit sur la partie, donc dès le constat, sur la partie audit, comme l'a présenté Arnaud, avec les préconisations qui en découlent, et puis bien sûr sur la partie financement. Alors l'objectif, c'est, on l'a tous en ligne de mire, c'est le décret tertiaire, c'est dans 5 ans, mais mine de rien, c'est demain. Donc ça peut être une stratégie qui est faite tout de suite à l'acquisition ou qui peut aussi s'étaler dans le temps. Et là, bien sûr, on est là pour vous faciliter cette mise en place et vous accompagner encore une fois dans cette démarche. Parce qu'en fait, réaliser des travaux énergétiques, on le voit bien aujourd'hui dans le marché immobilier, et là j'en parle de manière beaucoup plus large, que ce soit le crédit hypothécaire, fiduciaire, quel que soit le moyen de vous accompagner, on le voit bien qu'aujourd'hui, réaliser des travaux de transition énergétique, ben, c'est préserver la qualité de votre actif, c'est préserver sa liquidité et sa valorisation, maintenir sa valorisation sur le marché. On intervient donc à l'acquisition, mais on intervient donc aussi, je veux bien Arnaud que vous repassiez juste avant, pardon, sur également, si vous avez un actif, si vous êtes déjà propriétaire d'un ou plusieurs actifs. Nous pouvons intervenir au travers de la cession bail, ce qu'on appelle le leaseback immobilier. Vous êtes déjà propriétaire avec ou sans dette existante. Vous allez nous transmettre juridiquement l'actif, bien sûr, toujours avec la mécanique du crédit bail immobilier. Vous êtes le propriétaire économique, vous allez donc continuer à l'occuper, à de toute façon gérer votre actif de façon tout à fait classique. Mais donc, vous allez au travers de la liquidité qui va pouvoir être dégagée au travers de cette transaction qui va être faite à un prix de marché, en fait, selon une expertise externe d'un commercialisateur, vous allez pouvoir dégager une trésorerie assez conséquente qui va pouvoir vous permettre de réaliser des travaux de transition énergétique, une rénovation peut-être globale et en tout cas d'améliorer la valeur verte de votre actif. Donc voilà voilà nos possibilités d'intervention sur les immeubles. Et puis là, bien sûr, Franck va vous revenir de façon plus précise sur le crédit bail mobilier. Oui, merci Valérie. Donc le crédit bail immobilier, bien sûr, c'est un produit complémentaire du crédit bail immobilier, de l'achat immobilier. Juste rapidement, je vais vous faire un panorama de nos offres. Là, on va vous exposer qu'une offre de crédit bail, donc avec une option d'achat. Mais bien entendu, nous intervenons sur tout le champ d'intervention de l'investissement locatif, c'est-à-dire le crédit bail, la location financière et la location full service, notamment dans le cadre de financement de matériel, avec une structure dédiée en interne qui s'appelle Solfis. Donc ça, c'est un premier point. Quand on finance du matériel, qu'est-ce qu'on finance en premier lieu? On finance du matériel. Donc c'est la valeur de gage qui, bien sûr, va impliquer la structuration de financement qu'on va proposer, qu'on va pouvoir vous proposer. Plus la valeur de gage du matériel est forte, plus on pourra avoir des durées longues et plus on pourra avoir des VR, ce qu'on appelle des valeurs des résiduelles ou encore appelées options d'achat, qui sont importantes. Donc par rapport à ça, on adaptera véritablement le profil d'amortissement en fonction de l'actif et en fonction des capacités d'investissement et de remboursement, bien sûr, des structures qui se présentent à nous. Les avantages sont quasi identiques à celles du crédit bail immobilier, bien entendu, au niveau de la TVA qui est prise dans l'assiette de financement, des loyers qui sont passés en charge déductible et bien entendu une personnalisation, comme je disais, de financement avec une capacité de faire des montages sur mesure avec des premiers loyers majorés ou pas. Et donc par rapport à ça, le crédit bail, on intervient sur les produits standards et sur le crédit bail vert, au même titre que l'immobilier, c'est-à-dire sur toutes les mobilités douces, par exemple, dans lequel, là, bien sûr, on intervient dans la décarbonation des flottes de véhicules, que ce soit sur les véhicules électriques ou encore les véhicules thermiques qui sont issus des nouvelles normes Euro 6, pour ne citer que celle-là. Je vous propose de faire un focus plus précisément sur le photovoltaïque. Donc sur le slide après, le photovoltaïque est une offre que nous avons mise en place depuis maintenant une petite année,
qu'on a développé sur le secteur bancaire et qu'on commence à développer sur le secteur indirect, donc le secteur partenaire. Donc, si vous n'avez pas acheté l'immobilier en rapport avec un mode de financement proposé par la Banque Postale, on est en capacité d'intervenir, bien sûr, a posteriori sur des projets immobiliers. Vous voyez, en termes de catégorisation de projets, on a classifié ça en 3 catégories. Les petits projets en dessous de 100 kW crête sont exclus du champ d'intervention pour l'instant pour des raisons de capacité à traiter ces petits dossiers. Nous n'intervenons pas sur ce domaine. Par contre, notre champ d'intervention se situe entre 100 kW crête et 10 mégakilo. Pardon. Merci pour l'aide. Et donc là, on a un champ d'intervention qui est assez important, hein, comme vous le voyez. Ça va de 80 kg à 10 millions d'euros. Au-delà de 10 millions d'euros, on a une capacité d'intervention. Et là, on a une structure dédiée qui s'appelle FAP, Financement des actifs et des projets, qui interviennent. Là, par contre, on se situe plus sur des projets de taille significative, donc de plus de 10 millions d'euros. On se situe plus sur des sujets d'injection dans les réseaux. Et donc, on est plus dans le cadre de financement via des SPV ou des structures ad hoc qui sont constituées. Champ d'intervention donc se fait entre 80 et 100 millions d'euros. Et comme on va le voir dans le slide suivant, on intervient sur 2 types de projets précisément. Le premier, c'est le solaire sur toiture. Le deuxième, c'est le solaire sur ombrière. Ça peut faire partie d'un tout, bien entendu, hein, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Dans le solaire sur toiture et le solaire ombrière, on peut embarquer bien entendu les bandes de recharge, les batteries et tout ce qui s'accompagne de projets photovoltaïques tels que les onduleurs ou autres. On a juste quelques caractéristiques à respecter. Le premier, c'est que bien sûr, il ne faut pas que ce soit qualifié d'immobilier par destination. Donc, on intervient uniquement sur les projets en surimposition. Donc, en ayant la capacité de pouvoir retirer ces matériels le cas échéant. Et en termes de critères d'éligibilité, nos projets s'adressent uniquement à des projets d'autoconsommation ou d'injection partielle, donc avec une possibilité de revente du surplus sur les réseaux. Il y a quelques conditions, bien entendu, comme on intervient sur des durées de financement qui peuvent aller de 5 à 12 ans. Hein, la durée d'intervention au crédit bail, en général, se situe aux alentours de 5 ans en moyenne, et donc 8 ans à 9 ans, ce sont les durées max. Donc là, on a vraiment étendu notre champ d'intervention avec des durées de 5 ans minimum jusqu'à 12 ans maximum pour l'instant pour la clientèle privée. Bien entendu, c'est une clientèle, on s'adresse à des locataires sociétés d'exploitation, des PME, des ETI et des grands comptes auxquels on adresse aujourd'hui cette offre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on intervient sur tout le secteur privé, en autoconsommation, en injonction partielle, sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 12 ans et sur des entreprises, bien entendu, qui ont des projets liés au photovoltaïque et sur le secteur privé. On est en train d'étudier, juste pour vous passer la main, un schéma d'intervention sur le secteur public avec des durées plus longues et notamment soit en direct, soit par l'intermédiaire, on va travailler avec l'UGAP puisqu'on est titulaire d'un marché avec l'UGAP dans le cadre du crédit bail matériel pour pouvoir proposer une offre justement relative au photovoltaïque. Voilà pour le crédit bail matériel. Merci beaucoup Franck, merci Valérie pour ces précisions. Je vous propose, de toute façon, n'hésitez pas dans l'audience là, vous participants à poser vos questions sur cette solution de financement et de manière générale sur d'autres sujets. Donc on va enchaîner avec vous, Michel. Donc vous avez une proposition différente, mais qui est non moins intéressante, hein, de tiers financement, notamment sur la dimension photovoltaïque, sur la dimension d'autoconsommation, peut-être sur une cible complémentaire par rapport au ciblage qu'on vient de voir. Donc Michel, je vous laisse la main. Rebonjour à tous, merci Arnaud. Bien, je représente ici Faraday, dont je suis un des fondateurs. Effectivement, nous avons une proposition qui… On peut peut-être revenir au slide précédent si vous voulez bien, Arnaud. Voilà, oui. Pour présenter, ça saute un petit peu là. Nous avons donc nous sommes un tiers financeur, c'est-à-dire que nous n'apportons pas que du financement. En fait, nous sommes là également pour partager le risque d'exploitation d'un générateur photovoltaïque et des équipements associés. Encore une fois, on en a parlé, vous en avez parlé Valérie et Franck en effet.
Nous intervenons en fonds propres, c'est ce qui est écrit ici, c'est-à-dire que nous intervenons directement sur nos fonds. Nous n'empruntons pas d'argent pour intervenir chez nos clients. Nous, ce que nous apportons, c'est non pas simplement du financement, mais une expertise, on va y revenir tout à l'heure. Et pour cela, nous avons développé une petite équipe pluridisciplinaire avec des compétences à la fois juridiques, techniques et économiques pour accompagner nos clients. Alors, nos clients, on peut peut-être passer à la slide suivante. C'est à la fois, qu'est-ce que nous faisons en fait, en définitive? Nous allons nous engager dans une sorte de pré-étude pour concevoir un avant-projet de ce que pourrait être un générateur photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment ou à proximité d'un bâtiment sur le parking adjacent. Et notre propos, c'est de développer un générateur qui vienne servir les besoins énergétiques du bâtiment. Donc, il y a un dispositif pour ça qui est prévu dans la réglementation, qui s'appelle l'autoconsommation. Il y a deux types d'autoconsommation, je vais y revenir peut-être un peu rapidement, mais l'autoconsommation individuelle, c'est la propriété d'un bâtiment de consommer directement l'énergie produite par le bâtiment, et l'autoconsommation collective qui permet de partager l'énergie produite par un bâtiment avec un certain nombre de consommateurs qui se trouvent dans un périmètre limité par la réglementation, ça dépend des cas, mais en zone urbaine, c'est un périmètre d'1 kilomètre de rayon. Les deux dispositifs ne sont pas exclusifs. On peut imaginer un bâtiment en autoconsommation individuelle. Le bâtiment produit trop d'électricité, il y a ce qu'on appelle un surplus, et ce surplus, il peut être partagé dans le cadre d'une autoconsommation collective. Voilà. Alors, à cela, nous ajoutons évidemment, nous cherchons pas simplement à travailler la question de la production électrique, mais également la question de la consommation électrique. Donc, notre propos à nous sommes des spécialistes de comment optimiser la production photovoltaïque en lien avec des usages. Et le cas échéant, de développer des usages. Par exemple, les bornes de recharge, nous avons noté dans notre expérience que c'est assez bien, c'est assez demandé parce qu'il y a un retour aujourd'hui, on essaye de refavoriser le fait que les gens travaillent au bureau ou travaillent dans des centres de soins ou que sais-je, hein, dans un domaine très large du secteur tertiaire. Et une des questions qui peuvent se poser à quelqu'un qui vient travailler au bureau avec une voiture, c'est voyons, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Et donc, une voiture bien chargée le soir, ça fait toujours du bien. Donc, ça fait partie des intérêts qu'on peut apporter avec des bornes à recharge lente qui permettent en 8 heures de recharger complètement un véhicule. Voilà, ça fait partie des bénéfices qu'une entreprise ou qu'une organisation, une association peut apporter à ses collaborateurs. Voilà. Et puis, ce que nous faisons, c'est que nous faisons cet avant-projet, nous le finançons ensuite, nous le donnons à construire à des spécialistes avec lesquels nous travaillons régulièrement, et ensuite nous proposons un accompagnement dans la durée. Nous exploitons cette centrale, je vous expliquerai ensuite un peu plus tard comment. Nous l'exploitons sur des durées de l'ordre de 20 à 30 ans. Nous demeurons propriétaires de la centrale, mais nous en faisons bénéficier les utilisateurs des bâtiments. Voilà. Merci. Alors, quels sont les bénéfices que nous identifions à travailler sur ce thème de l'autonomie énergétique? C'est vraiment ce qui nous guide. La première chose, c'est que l'autoconsommation, on parlait tout à l'heure du décret tertiaire, c'est bon d'y revenir, l'autoconsommation individuelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface de la consommation électrique. Donc, vous consommez moins d'énergie achetée au réseau. Et donc, en cela, l'autoconsommation individuelle, elle permet de participer à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais au-delà de ça, il y a d'autres réglementations qui sont apparues. À partir en 2023, il y a eu une loi qui a été votée, la loi APER, et qui prescrit, au-delà du décret tertiaire, l'obligation de solariser dans un premier temps les parkings, c'est en cours, mais dans un deuxième temps, à partir du 1er janvier 2028, les bâtiments, les toitures des bâtiments.
Et donc, il ne s'agit plus là simplement d'effacer de la consommation électrique, mais il s'agit également de remplir des objectifs de solarisation. Et en cela, le photovoltaïque, c'est en quelque sorte un moyen d'atteindre plusieurs objectifs réglementaires qui sont imposés aux propriétaires et aux utilisateurs de bâtiments. Voilà. Je pourrais ajouter à cela, si vous permettez 2 minutes, vous vous êtes référé tout à l'heure, Valérie, à la RE 2020. Le photovoltaïque en autoconsommation, c'est également un moyen pour les promoteurs de réduire la consommation du bâtiment et en cela donc de proposer des bâtiments avec un prix au mètre carré qui est un peu réduit. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que le photovoltaïque, c'est la poudre de perlimpinpin, mais pas mal. Le photovoltaïque en autoconsommation, je précise. On peut améliorer encore l'apport du photovoltaïque au bâtiment grâce à des dispositifs de stockage, on aura l'occasion d'en reparler, et selon la méthode qu'on utilise pour rendre économique le dispositif, ça participe également de la maîtrise de la facture énergétique pour l'entreprise. Voilà. Donc, je vous ai parlé des conformités aux différents types de dispositifs réglementaires. Je voudrais également je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont attachées non pas simplement à des objectifs économiques, mais à des objectifs d'ordre environnementaux. Donc, on verdit les bâtiments et en ce sens-là, je pense aux propriétaires notamment, aux gestionnaires d'actifs immobiliers, c'est à n'en pas douter un moyen de valoriser le patrimoine. Voilà. Alors, quel est le dispositif que nous mettons en œuvre? Très simplement, nous avons 2 interlocuteurs dans cette affaire-là. Nous avons un interlocuteur qui est le propriétaire ou les propriétaires. On travaille aussi dans de nombreux cas avec des copropriétés, des copropriétés tertiaires aussi bien. On va avoir un lien qui va nous permettre d'occuper le foncier, que ce soit une toiture, un parking, à travers un bail. Et nous avons été le premier, je crois, sur la place à proposer non pas un bail avec la création d'une amphithéose, alors c'est peut-être un peu technique, je suis désolé, mais certainement un certain nombre de personnes dans la salle vont se reconnaître sur ce genre de choses, mais un bail civil sans création d'amphithéose et sans division de volume. Donc, nous ne prenons pas, et en cela, nous sommes un peu différents de mes co-intervenants, nous ne prenons pas de sûreté réelle. Vous voulez dire que c'est moins engageant, entre guillemets, c'est moins impliquant pour le maître d'ouvrage. C'est moins impliquant pour le propriétaire du bâtiment, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que notamment les personnes qui travaillent dans le monde de la gestion d'actifs immobiliers n'aiment pas qu'il y ait des sûretés réelles qui soient prises sur leur bâtiment parce que ça, comment dire, c'est un frein dans la manière dont ils peuvent, le cas échéant, faire des arbitrages de portefeuille immobilier. Donc un asset manager qui voudrait se libérer d'un asset, finalement, grâce à ce mécanisme, aurait une liquidité, entre guillemets, plus aisée. Et un prix qui est évidemment plus élevé, en effet. Voilà. Donc, on s'attache toujours à intervenir à travers des baux civils sans création d'amphithéose. Donc, pas de bail amphithéotique en somme. L'idée, c'est que nous prenons en main de bout en bout le projet. Donc, on est en face souvent d'entités qui sont, certes, qui gèrent des fonds importants, mais qui gèrent des fonds importants avec des ressources réduites. Et donc, nous leur apportons autour du photovoltaïque. Nous nous sommes vraiment positionnés sur le photovoltaïque, aussi bien en termes techniques que juridiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. La seconde relation que nous avons à avoir, c'est une relation, donc cette première relation, on l'a à travers un bail civil, je vous l'ai dit. La seconde relation, c'est une relation que nous avons avec l'utilisateur des lieux, qui le plus souvent est différent. Alors, le ou les utilisateurs des lieux, on a des bâtiments qui sont, comme on dit, monolocataires ou multilocataires, ça dépend. Et cette relation-là, c'est une relation qui permet de mettre l'équipement photovoltaïque à disposition du locataire pour lui permettre de bénéficier de l'électricité produite sur le toit. Donc, on parle d'autoconsommation en ce sens-là.
Et donc, l'idée que nous avons, c'est de proposer un dispositif au locataire qui lui permette en quelque sorte de mieux maîtriser sa facture énergétique et puis de lui proposer un dispositif où l'évolution de cette redevance, il s'agit d'une redevance qui est demandée, elle varie aussi de manière aussi simple que possible ou aussi étroitement que possible par rapport à l'évolution de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc voilà, c'est un. Lorsqu'il s'agit de produire de l'électricité, il y a en général du surplus, surtout sur le tertiaire. On arrive à des taux de surplus, ça dépend du moment de l'année, ça dépend du moment de la journée. Et ce surplus, il est évacué sur le réseau public. Et le plus souvent, on recourt encore aujourd'hui, bien que le dispositif soit en train de se resserrer un peu, on recourt encore aujourd'hui de manière très simple au dispositif des obligations d'achat, le guichet dit S21, qui permet de valoriser le surplus à prix fixe. Voilà. Je vous remercie. Si vous pouviez passer au slide suivant. Voilà. Alors, là, c'est une décomposition assez simple. On est sur un bâtiment tertiaire qui ne consomme pas beaucoup, donc qui consomme que où on arrive à effacer que 30% de la consommation parce que les usages ne sont pas encore bien adaptés. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Voilà, on a un système avec du chauffage, certes électrique, mais une pompe à chaleur qui a été réglée en usine, qui démarre tous les jours que Dieu fait à 7 heures, peu importe le soleil. Bon, ben voilà, il y a des réglages à faire, ça c'est notre savoir-faire, de pouvoir intervenir et de proposer. Alors ça va un peu aussi avec la GTB, la gestion technique des bâtiments, bien entendu, mais des dispositifs qui permettent de mieux coupler les usages électriques et la production photovoltaïque. Voilà, ça c'est relativement simple. On rajoute des bandes de recharge là-dessus. Donc, on peut passer d'un taux de 30% avec une petite batterie de l'ordre de 100 kWh, on peut facilement passer de 30 à 40%. Autrement dit, de 40 à 50%. Et 10%, c'est quoi? C'est un saut dans le décret tertiaire. Vous êtes déjà au carré avec votre installation photovoltaïque à 2030. Il faut gagner encore 10% pour arriver à l'objectif 2040. Vous mettez des batteries en plus. Voilà. Je vous propose de passer au slide suivant parce que le temps court. Merci. Alors, les bénéfices, on l'a vu, c'est un petit peu comme avec la banque postale, c'est la possibilité de préserver vos fonds propres pour votre activité, vos activités opérationnelles. Le problème dans cette affaire, c'est que le propriétaire, il a autre chose à faire que d'investir sur du photovoltaïque, donc il ne bénéficie pas fondamentalement. Le locataire, il est le locataire pour un certain délai. Et dans cette affaire-là, le tiers investisseur, il est au milieu des deux, mais il s'inscrit, il a sa propre trajectoire. Et donc, nous partageons avec le propriétaire le risque de la vacance locative. Le propriétaire peut changer, la centrale reste en place et Faraday continue à être le propriétaire pour le temps qui va bien et l'exploitant de cette centrale. Au bout de la durée du bail, nous remettons la centrale en propriété au propriétaire des lieux. Et pour le locataire peut changer. Il n'est pas tenu par un contrat de 20 à 30 ans. Il est tenu pendant la durée de sa location. Et puis ensuite, c'est le locataire suivant qui prend la suite. Voilà. Oui, d'accord. Alors, je vais revenir très rapidement sur nos domaines d'expertise. C'est à la fois des domaines d'expertise qui touchent à la technique photovoltaïque. Il faut savoir que de poser des générateurs photovoltaïques sur des toitures existantes, ça n'est pas aussi évident que ça. Il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes d'étanchéité. Et donc, ça, c'est notre métier. Au niveau juridique, il y a de multiples formules de propriété. Il y a j'ai encore rencontré récemment un bâtiment qui était en monopropriété et la toiture était en copropriété. Allez savoir comment. Donc ça, c'est notre domaine d'expertise de décoder tout ça et de permettre la mise en œuvre d'un projet dans des conditions de sérénité importantes à la fois pour le propriétaire et le locataire. Voilà. Et puis, dans la mesure où nous sommes engagés dans la durée, notre intérêt, c'est que l'équipement soit de qualité.
Notre intérêt, c'est le même intérêt que celui du propriétaire qui est là, du locataire, c'est que ça ne tombe pas en panne. Nous assurons la maintenance et l'exploitation, le bon état de fonctionnement de la centrale pendant toute la durée. Voilà. Je voulais revenir rapidement sur un exemple, un cas d'usage. Il s'agit d'un centre d'hébergement de handicapés mentaux. Hein, c'est l'association Audineo. Eh bien, avec la mise en œuvre d'un générateur photovoltaïque, nous leur avons permis d'effacer d'emblée à 40% de leur appel d'électricité en provenance du réseau. Et donc, d'emblée, avec ce générateur photovoltaïque, sans autre forme de procès, nous leur avons permis d'atteindre les objectifs 2030 du décret tertiaire. Voilà. Et puis, nous venons de rajouter une batterie hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça occupe un tiers de place de parking. C'est toujours placé à l'extérieur pour des raisons de sécurité. Et ça, c'est 10% de plus. Et donc, une fois que cette batterie sera en route, quand elle est en route, eh bien, ça leur permettra donc d'être déjà au rendez-vous 2040 pour le décret tertiaire. Voilà. Nous avons du coup équipé d'autres centres de handicapés qui sont gérés par cette association, qui en gère une trentaine. Et je pense qu'on peut considérer ça comme une success story, non pas simplement au service du financement, mais au service de la collectivité. Là, voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Michel, merci beaucoup pour votre intervention et pour ces exemples très concrets avec ce retour d'expérience de Audineo. J'incite l'audience en tout cas à poser des questions dans le chat. En tout cas, vous avez certainement des points très précis qui doivent revenir, notamment sur les montages contractuels, on l'a vu, et sur les conditions notamment d'accès à ces financements, puisque pour le coup, il y a peut-être en tout cas des éléments techniques qui nécessitent pour vous des précisions auprès de notamment de la Banque Postale Leasing et aussi également de Faraday. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vois effectivement qu'il y a déjà quelques premières questions qui arrivent dans le chat. Donc là, il y a une première question qui semble, en tout cas, vous concerner, Michel. Alors, bonjour, est-ce que vous proposez des solutions de financement? Alors là, c'est pour les deux, je pense. Hein. Donc, peut-être pour la Banque Postale en premier. Est-ce que vous proposez des solutions de financement pour les opérations de rénovation liées aux productions de chauffage, climatisation? Est-ce que ça concerne tous les types de travaux? Alors, sur la partie mobilier, on n'intervient pas sur ce schéma, sur ces matériels, parce que c'est l'immobilier par destination, hein, c'est associé à l'actif immobilier en tant que tel. Hein. À contrario, on intervient sur du relamping, des LED, sur ce genre de sujet, mais pas sur la climatisation et tout ce qui est lié au chauffage des bâtiments. Mais par contre, au niveau immobilier, il y a peut-être une donnée un peu différente sur ce sujet. Oui, bien sûr. Hein, si on finance, alors nous, on finance l'actif et les travaux. Donc, du coup, sur les travaux seuls, on ne pourrait pas intervenir, que ce soit dans le cadre du crédit bail immobilier ou du crédit hypothécaire. Par contre, la Banque Postale offre une possibilité d'intervenir sur des travaux verts, hein, tels que la climatisation. Donc là, au travers d'un crédit moyen-long terme qui est étudié en fonction des caractéristiques de votre opération. Et ça, on peut parfaitement, effectivement, vous mettre en relation. Il n'y a pas de souci. La banque, d'ailleurs, et ça sera topé également prêt vert. Merci beaucoup. Peut-être Michel, il me semble que le tiers financement que vous proposez est essentiellement orienté sur le photovoltaïque, sur la centrale en autoconsommation, mais il y a des éléments liés à l'IRVE, mais je pense que la CVC de manière générale n'est pas inclus dans votre démarche, ou vous me dites si je me trompe, peut-être c'est un élément de précision. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'adorerais m'occuper de tout ça. Mais il faut savoir s'arrêter au domaine de compétences. Donc aujourd'hui, ce que nous cherchons à couvrir en termes de financement, ce sont les générateurs photovoltaïques, les bornes de recharge électrique,
les dispositifs de stockage et également les dispositifs qui permettent d'accroître et d'améliorer la consommation. Donc, typiquement, on est sur les pompes à chaleur. Voilà. D'accord, donc il y a quand même des éléments liés à enfin, en gros, tous les éléments d'électrification du bâtiment, si on résume. Ceux que je viens de citer. D'accord, ok, très bien. Alors, deuxième question, vous avez fait référence à un montage contractuel, notamment sur le fait que la plupart, enfin, d'ailleurs, on parlait de bail amphithéotique. Vous avez une proposition avec un engagement sur un bail civil. La question est la suivante, quelle durée du bail civil? Voilà, alors la durée que nous proposons, ça dépendra du projet. C'est-à-dire que notre propos à nous, c'est de rentabiliser notre investissement, bien entendu. Le payback à l'euro d'une centrale photovoltaïque, c'est compte tenu des économies qu'on peut générer, c'est de l'ordre de 13 ans, 12 ans, 13 ans. Donc ça correspond à peu près au dispositif que vous proposez à la Banque Postale. Hein. J'ai vu que c'était jusqu'à 12 ans. Au-delà, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent dans le temps. Et donc, nous proposons des baux qui vont de l'ordre, qui courent entre 20 et 30 ans. Ça dépend. Alors, plus le bail est long, plus on est capable de proposer un prix attractif, une redevance attractive. Plus le délai sera court et plus on aura tendance à proposer une redevance élevée, bien entendu. Notre propos, c'est que cette redevance, elle permet toujours à l'utilisateur du bâtiment de faire une économie par rapport à sa facture de référence, quand même. Ok, merci Michel. Peut-être un complément, Franck, sur la partie bail amphithéotique, peut-être qu'est-ce que ça implique et je pense que ça nécessite une petite précision. Oui, exactement. Merci Arnaud. Oui, exactement. On intervient sur tout le champ d'intervention hein, en pleine propriété, mais aussi avec des bails amphithéotiques et des baux civils. Donc, on a la capacité en matière de crédit bail mobilier d'intervenir aussi avec un bail civil. Et ce bail civil couvrira la durée du financement proposé. Hein. Donc, 5 ans si on a une maturité de 5 ans sur les projets de petite taille, 12 ans bien entendu pour les projets de plus grande taille et de plus longue maturité. Ok, merci Franck pour cette précision. Donc j'incite encore, hein, n'hésitez pas au sein de l'audience de poser vos questions sur ces éléments contractuels notamment, puisque vous le savez, pour les financements, ces conditions sont toujours un petit peu le diable dans les détails qui fait que ça change pas mal les choses pour accéder à ces financements ou au contraire ne pas y avoir accès. Donc c'est quand même là une opportunité pour vous de poser ces questions directement aux professionnels du financement. Une nouvelle question qui est posée ici, c'est un cas d'usage assez évidemment classique. Hein. Que se passe-t-il si le locataire, notamment sur le bâtiment tertiaire, doté éventuellement par exemple de centrales photovoltaïques, déménage et n'a plus les mêmes besoins. Donc là, les usages effectivement du bâtiment sont modifiés. Que se passe-t-il au regard du montage et de l'ensemble de l'investissement qui aura été porté soit par le tiers financeur, soit éventuellement par une autre solution de financement? Donc là, je ne sais pas si Franck, vous voulez répondre, et puis ensuite, ou Valérie, comme vous le souhaitez. Sur le crédit bail matériel, hein, le locataire, hein, ce qu'on appelle bien entendu l'utilisateur du matériel, le locataire, est engagé sur une durée révocable qui couvre la durée du financement. Hein, c'est-à-dire qu'il est engagé sur toute la durée du financement et sur la totalité des montants qu'il engage dans le cadre de son projet. Donc ça, c'est un premier point. Après, si jamais celui-ci souhaite déménager ou acquérir de nouveaux locaux, il y a plusieurs possibilités. Soit on rentre dans une possibilité de solde par anticipation, premier point. Et le deuxième point, on peut sinon engager un transfert avec un nouveau locataire ou un nouvel utilisateur du matériel qui serait proposé dans le cadre justement de ce changement de locataire au niveau de l'actif. Ok, merci beaucoup Franck. Michel, dans le cadre de votre solution de tiers financement, je pense que vous avez, alors ça s'est peut-être pas encore déroulé sur des cas concrets, mais je suppose que dans votre schéma contractuel, c'est quand même prévu. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans ce cas spécifique? Alors, tout à fait. Et sur ce sujet-là, nous sommes très différents du crédit bail par définition parce que nous sommes tiers financeurs. Autrement dit, nous sommes propriétaires de l'actif. Ce qui va se passer sur l'actif, nous prenons un risque sur cet actif
Ce risque, c'est quoi? Alors, vu du côté du propriétaire, le bail, il court sur une durée prévue, d'accord? Et il n'investit pas sur le générateur photovoltaïque, il n'a pas à le rembourser, c'est notre affaire. Et donc, si à un moment donné, les locaux viennent à être vacants, eh bien, c'est le risque que prend Faraday, en l'occurrence. Ce n'est pas un risque qui se trouve chez le propriétaire qui, en tout état de cause, devra rembourser un crédit. Non, il n'a pas à rembourser un crédit, il perçoit son loyer pour l'occupation du toit et puis ce sera à Faraday de se débrouiller du fait qu'il n'y a pas de redevance en face. D'accord? Ça, c'est le premier point. Par rapport au locataire, le locataire, il est engagé sur la durée d'utilisation du local. S'il déménage, il n'est plus engagé, il n'a plus d'obligation. Encore une fois, il s'en va. Voilà. Donc, ce que nous demandons au locataire, c'est un engagement d'utilisation. Alors ensuite, on a différentes formules, et là, il faudrait que je rentre dans beaucoup de détails. Je pense que ça excède le cadre de cet échange. Mais on a différents business models à proposer aux locataires pour essayer d'ajuster le profit de la redevance que nous proposons pour l'utilisation, la mise à disposition du générateur par rapport à leurs problématiques. Voilà. Et donc, comme nous sommes une jeune entreprise créatrice et comment dire innovante, nous cherchons dans tous les cas à essayer d'adapter nos business models aux nécessités autant que faire se peut de nos utilisateurs. Juste, Michel, donc là, effectivement, la question qui était posée, c'est dans le cadre d'une modification des besoins. Donc, si on est sur un asset où finalement on a une activité de commerce et puis on modifie pour quelque chose qui serait peut-être moins consommateur, moins autoconsommateur, là, pour le coup, effectivement, le montage, en tout cas l'équilibre financier est peut-être modifié. Voilà. Alors, puisque vous m'y engagez, en 2 minutes, je vais vous proposer 2 dispositifs et vous allez voir, ça ne va pas donner la même chose. Je vous propose un premier dispositif où je dis, vous prenez en charge, vous êtes autoconsommateur, vous prenez en charge l'intégralité et vous vous engagez à absorber l'intégralité de ce qui va être produit par le générateur. Vous faites votre affaire du surplus, c'est votre problème. Et dans ce cas-là, je vous propose un prix, disons, qui est très abordable. Maintenant, vous me dites non, finalement, je préfère ne m'engager qu'à hauteur de la puissance que je vais autoconsommer. C'est le cas de figure que vous évoquez. Alors là, je vais vous dire pourquoi pas. Du coup, j'ai encore une part de risque qui vient chez moi et donc à moi de me proposer une solution qui me permette quand même de factoriser ce risque dans l'appréciation de la redevance que je vais vous facturer. J'espère vous avoir répondu, Arnaud. Eh bien, écoutez, merci Michel. En tout cas, ça doit résonner chez notre audience et c'est peut-être des projets qui sont en gestation de votre côté, notamment au regard des obligations de la loi APER, puisque vous l'avez mentionné, la loi APER oblige à la solarisation des parkings de plus de 1500 mètres carrés. En tout cas, si vous avez des parkings de plus de 10 000 mètres carrés, là, on est déjà sur une échéance très courte à 2026, même s'il y a un arrêté qui est passé en décembre 2024 et qui permet en tout cas de justifier tout simplement en tout cas d'une projection avec un partenaire de travaux, en tout cas et à ce moment-là d'avoir une justification de la démarche de mise en conformité. Et puis effectivement, il y a les parkings de 1500 à 10 000 mètres carrés là sur une échéance 2028. Et puis de manière générale, tous les bâtiments tertiaires, en tout cas non résidentiels, qui ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, doivent se mettre en conformité avec la mise en œuvre d'une solution à énergie renouvelable, sachant que cette expression, évidemment, ouvre la voie vers le photovoltaïque, mais il n'y a pas que le photovoltaïque. Effectivement, il y a d'autres voies possibles de renouvelables, même si c'est certainement en tout cas la plus prisée. Voilà, on est arrivé au terme de notre webinaire. En tout cas, j'étais ravi de vous accueillir. Merci Franck, merci à tous, merci Michel, merci à vous. Merci de nous avoir fait confiance encore pendant cette heure-là. Sachez qu'en tout cas, ce webinaire sera disponible en replay et que vous avez aussi toute possibilité de vous connecter, en tout cas via
en tout cas via les coordonnées qui vous sont mises à disposition de Valérie Pierre, de Michel Lerendu. Franck n'est pas mentionné sur ce slide, mais en tout cas, Valérie, je pense que vous aurez tout le loisir éventuellement de partager ensuite avec Franck. Sinon, vous pouvez me contacter par LinkedIn, hein, s'il y a besoin. Ah bah bien voilà, sûr, ça sera plus simple. LinkedIn, bien sûr, Sans faire de publicité. Est un bon levier. Et puis surtout, donc n'hésitez pas également, nous réalisons de manière systématique des webinaires à peu près un par mois. Et donc, les solutions de financement, c'est quelque chose que nous regardons de près puisque nous y avons consacré un livre blanc que vous avez vu tout à l'heure sur un slide. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez être informé de toute nouvelle publication, suivez-nous sur LinkedIn. On sera ravis de vous faire participer également à de futurs webinaires. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, on était ravis de vous partager ces solutions. Très bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.